Bienvenue à tous dans la Shitlist, l'émission hors série de Retour à Turfu qui vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui, pour ce 4e numéro, nous allons nous concentrer sur des histoires de personnages mythiques, des artistes incroyables ou des entrepreneurs légendaires, mais surtout de sacrés sacs à merde qui ont saccagé l'histoire de ces légendes au profit du box-office, contre-vérité, réalisation aux fraises ou casting effroyable. Aujourd'hui, place aux pires biographies filmiques aka biopic, et pour ce premier volume des pires biopics, on va vous parler de La Môme de Olivier Dahan, Jobs de Joshua Michael Stern, Bohemian Rhapsody de Bryan Singer et Dexter Fletcher. Je suis Luc Le Goynac et aujourd'hui, pour écrire ma vie de podcasteur professionnel, je suis accompagné de Marvin Montes du podcast Final Cut. Salut Marvin. Salut tout le monde. Emmanuel Pedon du podcast Le Quoi Pop. Salut Manu. Salut. Romain Plourde de la chaîne Twitch Ramen Rider. Salut Romain. Salut, bonjour à tous sauf à Marion Cotillard. On commence sans plus attendre justement avec La Môme. Non, je dois chanter, Louis, j'ai pas le choix. C'est du suicide. Non, je ne regrette rien. Votre voix est comme l'âme de Paris. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu sois courageuse, Edith. Je ne regrette rien. L'avion s'est écrasé. Car ma vie, aujourd'hui, ça commence avec toi. La Môme, sorti en 2007, réalisé et coécrit par Olivier Dahan, réalisateur français qui s'est déjà illustré avec des chefs-d'œuvre de conneries comme Grâce de Monaco, Les Seigneurs et Les Rivières Pourpres 2. Le film La Môme, quant à lui, raconte l'histoire de la plus grande artiste française, Edith Piaf, interprétée par Marion Cotillard, de son enfance à la gloire, de ses plus grands moments et aussi de ses plus grandes peines. Un film qui réunit au casting le Super Smash Bros Ultimate du paysage filmique français avec notamment Catherine Allégret, Gérard Depardieu, Emmanuel Signé et même Jean-Paul Rouve. Putain, la classe! La Môme a cartonné à sa sortie, pluie de Golden Globe, BAFTA et César. Le film a propulsé Marion Cotillard dans le Star System grâce à son Oscar pour la meilleure actrice en 2008. Grand plébiscite critique et public, mais pourquoi La Môme se retrouve dans notre liste aujourd'hui? Et c'est Marvin qui va commencer à nous éclairer. Ah, je suis vraiment honoré de commencer là-dessus, quoi. C'est vraiment sympa, à chaque fois j'ai le droit à ça. Mais du coup, ouais, La Môme, en plus, je crois que c'était mon idée. Il me semble me souvenir que j'avais dit. Oui, voilà. ouais, c'est de ta faute. C'est un peu de ma faute, j'en suis désolé. C'était la première fois que je le voyais, tu vois, donc il me fallait une occasion quelque part pour réussir à me lancer là-dedans. Et donc, en fait, on va parler quand même aujourd'hui, il faut le dire, de biopics qui sont des genres assez ultra codifiés, qui sont des trucs régulièrement un peu morne-pleine, quoi, tu vois. Et La Môme, en fait, je pense que, je le dis tout de suite, je pense que c'est presque, à mon sens, le plus problématique des trois qu'on va traiter aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est le seul qui essaye de faire quelque chose de son sujet. Mais le problème étant que il a des velléités de mise en scène ou une certaine ambition narrative, mais qui tombe toujours à côté. Donc, en fait, La Môme, comme tu l'as dit, ça nous raconte l'histoire de la fameuse Edith Piaf, qui est incarnée par Marion Cotillard. Donc, c'était un peu le rôle charnière de sa carrière, quoi. Et donc, en fait, dès le début du film, tu comprends un petit peu où le fameux réalisateur, là, Olivier Dahan, essaie de nous emmener. Donc, t'as une espèce de photo qui se voudrait un petit peu personnelle, quoi. C'est la photo, tu sais, Darius Wolski, c'est entre Jeunet et Fincher, quoi. C'est un peu ce truc-là, Post, la cité de l'enfant perdu, tous ces trucs-là, quoi. Et t'as de la caméra portée dès le début, tu sais, un petit peu côté cinéma vérité, quoi. Et très vite, t'as beaucoup de mal à comprendre où justement, où est-ce qu'il veut nous emmener, quoi. Pourquoi autant d'efforts sur cette mise en scène? Je pense que ça enlève beaucoup de clarté à ce qui se passe dans l'histoire. T'as cette espèce de photo, ouais, pareil, un peu cryptique, un peu sombre. T'as cette espèce de truc un peu lisière du fantastique de temps en temps avec la Sainte Thérèse, là, qui est un truc aussi assez imbuvable, quoi. Après, le grief majeur, en fait, que j'ai à faire à ce film, avec le peu de recul que j'ai dessus, parce que j'ai dû le voir il y a 2 jours, c'est son organisation narrative. C'est-à-dire qu'encore une fois, Dahan, il essaye de se la jouer un petit peu, tu sais, un petit peu hauteur. C'est-à-dire que d'un côté, il essaye de ramener le biopic à l'américaine, qui était un truc qui était pas si courant que ça en France, quand tu réfléchis avant 2007, quoi. Mais quand même, il essaie de s'approprier le sujet, d'essayer d'établir sa propre vision en faisant quelque chose, donc, de personnel, et ça passe par une espèce d'inconstance narrative. C'est-à-dire qu'on a, je sais plus, 4 ou 5 timeline. C'est assez compliqué. Ouais. Donc le récit part d'une époque à une autre, en permanence. Avant, après, pendant, enfin c'est un peu, oui, c'est complètement le bordel. Ouais. Proche de la mort, proche de la naissance, entre les deux. Il y a même des passages où vraiment j'étais complètement paumé. Je me disais mais est-ce que ça se passe avant ça? Je sais pas. Tu vois. Et donc voilà. Des fois ça saute de 5 ans dans le futur et puis un peu après ça revient en arrière. Ça revient 10 ans en arrière. Et en fait c'est un truc qui peut très bien marcher. Il y a des tas d'exemples qui fonctionnent avec ce genre de construction narrative. Là. Bon, je sais pas, peut-être que vous pourrez rebondir là-dessus et me dire, mais moi j'ai pas compris vraiment le sens du propos, quoi. Ok, d'accord. Bon, alors aussi, moi j'ai établi une petite théorie, voilà, peut-être qu'on essaie de nous illustrer, tu sais, de manière un peu
un peu premier degré que regarde, voilà pourquoi elle a du vécu, voilà pourquoi elle a ce physique, cette santé-là à 44 ans, tu vois. À chaque fois qu'on nous la montre vieille, on nous ramène dans le passé pour nous montrer un coup dur qu'elle a vécu, quoi. Donc effectivement, sa vie n'était pas simple, hein. Très clairement, bon, ça donne pas trop envie, quoi. Ça se trouve, le plot twist de sa vie, c'est qu'elle voyageait dans le temps. Ouais. Et que du coup, elle est vraiment. Elle est pas morte. Putain, Elle est morte il a raison. à 70 ans, tu vois. En vrai. En vrai, elle est morte à 44 ans, quoi. Et j'ai pas vu vraiment d'image de la vraie à la fin de sa vie, mais déjà dans le film, c'est chaud, quoi. C'est pas ouf. Ouais, J'ai été voir, pour le coup, le maquillage est très réaliste. Elle était vraiment très très abîmée à la fin. Et en fait, le problème aussi du biopic, parce que c'est un genre qui se laisse pas souvent aller à de la vraie mise en scène, je trouve. Enfin, on va reparler de 2 autres films ensuite qui, pour le coup, n'en ont pas vraiment, quoi. Là, il y en a un petit peu, mais c'est pas non plus, tu vois, un truc de dingue. En fait, ça tient beaucoup sur la direction d'acteur, je pense. Et là, du coup, je sais pas exactement quelle était l'ambition. En tout cas, on est clairement dans le grotesque le plus absolu, quoi. Enfin, je veux dire, il suffit de voir la manière dont elle est grimée, Marion Cotillard. Je pense que c'est volontaire, hein, c'est ce qu'on a voulu faire d'elle, quoi. Mais quand même, on frise un petit peu le ridicule, cette manière de se déplacer, cette manière de parler, quoi. Enfin, je sais pas, c'est chaud quand même. C'est d'une lourdeur. C'est du mimétisme, c'est du mimétisme pur et dur, quoi. Ouais, c'est un vrai mimétisme. Après, encore une fois, moi, je connais pas vraiment l'artiste à l'origine, donc j'ai pas vu tant que ça je sais pas, d'images d'archives ou quoi, donc je sais pas à quel moment elle s'en rapproche, quoi. Mais ouais, il y a un espèce de défilé All-Star des quasi has-been du cinéma français aujourd'hui, quoi. T'as le pauvre Pascal Grégory, hein, c'est ça, donc qui lui est un plutôt bon acteur qui se retrouve toujours dans les pires plans du monde. Donc ça, c'est un problème. Bon, t'as Gérard qui fait son Gérard, tu vois, je veux dire, c'est presque le plus. Ah, j'étais content. Ouais, mais c'est. Moi aussi. Sans déconner. Moi, j'ai vu, c'était une erreur. Ouais, je sais pas, moi, Ah non. il me semble être le plus stable, en tout cas, le plus correct du film. C'est dommage en plus qu'il soit sous-utilisé comme ça. Ouais, bah après, il joue Gérard, quoi, tu vois, il est là, bon, il fait son truc, il bouge pas. Le pire, c'est effectivement, c'est le vitesse tu qui est de toute façon jamais bien. Quoi qu'il arrive, voilà, je mets quiconque au défi de me donner Merci. une belle Merci. prestation de Sylvie Testu, mais c'est un enfer. Tu vois, en plus, elle est vraiment caractérisée comme le faire-valoir absolu, quoi. D'ailleurs, même le personnage s'en rend compte, c'est pour te dire à quel point c'est compliqué, quoi. Mais donc, en fait, voilà, c'est un film, j'ai aucun recul dessus, donc c'est très compliqué de développer autour. Mais en fait, j'ai regardé ça et j'étais halluciné, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment lunaire. Je me dis, comment c'est possible? Est-ce que c'est vraiment le résultat qu'on voulait obtenir? Je ne sais pas. Probablement, parce que techniquement, ça a payé. Je veux dire, c'est un film qui a eu pas mal de succès. C'est un film qui a fait de Marion Cotillard la nouvelle star un petit peu féminine française à l'international, quoi. D'ailleurs, c'est marrant, je sais pas si vous savez, mais... Enfin, je pense que oui, mais... C'est moitié un passage de témoin, ce film-là, puisque celle qu'on voyait comme la future star féminine française, c'était Audrey Tautou. Et vu que TF1 produisait le film, il voulait Audrey Tautou dans le premier rôle. Et finalement, Olivier Dahan, pour paraphraser un petit peu sa vision d'auteur, il a jeté son dévolu sur Marion Cotillard. Finalement, c'était plutôt un bon choix, puisque c'est quand même ce film-là qui va lui ouvrir les portes de tout ce qu'on connaît depuis, quoi. Batman. Ouais, Batman, ouais, ça va, mais c'est pas de sa faute, tu vois. Marion Cotillard, en plus, ça me fait un peu mal au cul, parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup, en fait, en général. Parce qu'elle est un petit peu inhabituelle dans le paysage cinématographique français, dans le sens où c'est un peu une performeuse, quoi, tu vois. C'est quelqu'un qui s'investit à fond dans ses rôles, elle a un petit côté acteur studio, tu vois. Et là, je pense que vraiment, il fallait lisser un petit peu tout ça, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de roues libres, et qu'Olivier Dahan, il était peut-être un petit peu plus concentré sur le fait de faire bouger sa caméra et d'éclater son montage que de vraiment la freiner, quoi. C'est vraiment dommage. Je pense vraiment qu'en fait, elle est à la fois l'attraction du film, mais aussi sa plus grosse limite, quoi. Ça m'embête vachement, et j'ai vraiment détesté, hein. J'ai vraiment détesté pour terminer, hein. C'était vraiment une souffrance. Et puis la scène de Marcel Cerdan, enfin, on en reparlera peut-être après, mais franchement, c'était véritablement le niveau zéro de l'émotionnel, quoi. C'était hyper compliqué. Avant de continuer avec soit Manu ou soit Romain, juste quelques petites précisions sur la modification qu'il y a eu sur le scénario par rapport à l'histoire, en fait, à la vraie, avec un grand H. Le personnage de Titine, de la prostituée qui s'occupe d'Edith Piaf, dans le close au début, là, est joué par Emmanuel Seigné, et c'est une invention de la part de Dahan. Normalement, il n'y aurait pas eu ça. C'est juste une question pour mettre un peu plus d'émotion par rapport au fait qu'elle soit récupérée par le vieux. Le manager de Piaf, Louis Barrier, dans la vraie vie, et qui est joué par, comme avait précisé Marvin, Pascal Grégory, en fait, ils l'ont modifié à balle pour qu'il soit, en gros, une sorte d'amoureux éperdu de Piaf, quoi. En fait, déjà 2-3 personnages comme ça modifiés pour en faire une sorte d'histoire un peu plus émotionnelle, en fait, de mettre un peu plus de peps. Ça, après, ça va dans le sens du médium, ça me dérange pas qu'on modifie l'histoire. Voilà, c'est le code, et c'est le code du biopic un peu. C'est gentil, tout à l'heure on va parler de Bohemian Rhapsody. Ouais, mais ça, oui. Ça, c'est ce qui nous séparera, ça me dérange pas. Voilà, j'entame un petit peu ce qu'on peut modifier par rapport à l'histoire,
pour en faire un film. Et c'est vrai qu'effectivement, on va voir certains films qui en abusent un peu trop, quitte à devenir un peu dangereux, finalement. On verra ça après plus tard sur d'autres films. On est encore en train de teaser la suite, là. Ah mais bien sûr, mais ça s'appelle le climax. Marvin, c'est ça. On écrit une histoire, bordel. C'est l'apéro, là. C'est une fuite en avant permanente. Mais tout le temps. Jusqu'à un climax pas possible avec le courrier des Durandos. Toi, Manu, qu'est-ce que t'en as pensé de La Môme? Bah écoute, moi aussi, c'était la première fois que je voyais ce film. Mais c'est une première fois pour tout le monde, c'est incroyable. C'est encore récent, puisqu'il y a 35 minutes, je l'ai fini. J'ai oh là vraiment là. attendu le dernier moment, parce que vous m'aviez pas vraiment chauffé sur le film, dirons-nous, dans nos échanges en off. Après... Ironiquement, j'ai envie de dire que c'est peut-être celui que je sauverai le plus des 3 biopics dont on va parler ce soir. Je me suis pas mal fait chier, cependant. La deuxième moitié du film, pour moi, relève pas mal le niveau. Le truc, c'est que, en effet, on se perd dans ce que ça veut raconter. L'histoire, on la capte, mais la narration, les allers-retours, moi, je déteste ça. Enfin, c'est pas que je déteste ça, c'est que je déteste ça si c'est mal fait, en fait. Il y a des trucs qui le font très bien, et dans ce cas, je suis très content. Mais dans le cas présent, ça marche pas. Après, je trouve qu'il fait le bon taf du biopic. Peut-être, je pose la question maintenant, on y reviendra tout à l'heure, peut-être que c'est parce que c'est celle dont je connais le moins l'histoire aussi par rapport aux deux autres. Pareil. À mon avis, ça joue beaucoup sur l'appréciation et l'appréciation du film au moment où tu le vois, même si tu peux réviser ton jugement après. Peut-être que j'irai me faire un tour sur la bio d'Edith Piaf et que je me dirais non, c'était vraiment de la merde. Du coup, c'est bien passé de ce point de vue-là. Sauf que la première heure est très chiante et j'ai été absolument déstabilisé. Marvin, tu le mentionnais, les caméras portées en début de film, mais pourquoi ça me filait le tournis alors que c'était raconté juste dans la rue une gamine qui se faisait récupérer par une pute. Ouais, c'est connerie. Et du coup, j'étais un peu perplexe, quoi. Derrière, ça se calme un peu, mais ça invente plus grand chose. Du coup, ça cherche plus à faire quoi que ce soit. Et ce que je connaissais du film, c'était les fameuses images de levée de rideau vue de l'arrière d'Edith Piaf. Et ça, on l'a peut-être 4 fois dans le film. Donc, au bout d'un moment, si c'est ta seule invention, c'est peut-être pas la peine d'essayer de l'étaler trop souvent au sens de film de 2 heures. C'est celui que je défendrais le plus, même si c'est pas vraiment un bon film. Ma scène préférée, c'était le combat de Marcel Cerdan, je pense. Et du coup, c'est un peu con parce que j'avais l'impression de pas mater le bon biopic. Et d'ailleurs, on en parle de la scène de la mort de Marcel, qui est d'ailleurs peut-être la scène entre guillemets la plus émouvante et peut-être la plus réussie, mais c'est aussi également la plus ridicule. Je trouve que c'est vraiment la scène qui condense le plus la problématique du film, quoi, entre ridicule et réussite, quoi. Enfin, réussite entre Après vérification, parce qu'il y avait un petit détail qui me chiffonnait un peu, mais a priori, c'est véritablement elle qui l'a poussé à prendre un avion plutôt que le bateau. D'où le sentiment de culpabilité, en fait. Pour amplifier un petit peu le film, en fait, ce qui se passait apparemment dans sa vraie vie, parce que j'ai été voir vite fait, hein, donc j'ai pas de source très sûre, mais en tout cas, il semblait qu'elle comptait le quitter, en fait, à ce moment-là. Donc, bon, je sais pas exactement, mais bon, c'est le sentiment de culpabilité du fait que c'est elle qui le pousse un peu à revenir plus vite et donc à mourir, quoi. Bah oui, mais figure-toi que quand elle l'appelle en disant je veux que tu reviennes aujourd'hui et tout, là je me suis dit bon ok, je sais, il va mourir de toute façon. Je me dis ça va être ça va déclencher le sentiment de culpabilité qui va être moteur de la fin du film. Non, on n'en parle plus. Et je trouve qu'on le voit pas du tout. Il retransparaît pas du tout dans tous ces dans toute la suite. Et la suite, elle finit sur je ne regrette rien de toute façon, donc il y a absolument aucune place pour exploiter ça. C'est bizarre parce que t'as cette scène un peu de pathos pur, en fait, qui voudrait être un peu une scène un peu alternative, tu sais, où elle le voit en fait avec elle à son réveil, et finalement elle se rend compte qu'il est mort, quoi, parce que c'est une scène de déni absolu, et donc où là elle tombe par terre, elle en fait des caisses, bon, comme pendant 2 heures, hein, et c'est vrai qu'ensuite le problème est éludé, et voilà, c'est terminé, quoi. Juste pour revenir sur un truc, c'est que quand même, on en est au point où on a une espèce d'ambition narrative, encore une fois alternative, au point où on te cale quand même un espèce de twist à la Shyamalan à la fin, tu vois, avec un enfant caché en fait qui est presque le vecteur de tous ces traumas, quoi. Tu vois, enfin c'est quand même un petit peu bizarre de faire ça dans un biopic, ça me semble un peu tout en te disant juste avant je perds la mémoire, je sais plus. Et final, et non, je ne regrette rien, alors qu'en fait si toute ta vie est basée sur un regret, quoi. On te le file à la fin, quoi. C'est un petit peu étrange, quoi. Encore une fois, je pense vraiment que le script et le système narratif est pas du tout maîtrisé, quoi. C'est normal parce qu'il était tout seul à faire ça quasiment. C'est ça. Romain, à toi, qu'est-ce qu'on a pensé de La Môme? Ah là 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 là. Bah, je veux rejoindre Emmanuel aussi, c'était une découverte. Je connaissais très peu la vie d'Edith Piaf, donc j'y suis allé vraiment l'esprit ouvert en me disant d'accord, ce film il a Yeux fermés. ce film il a un Oscar, et je me dis tiens, qu'est-ce qu'il fait là, parce qu'il a quand même bonne réputation ce film de base. Donc j'y suis allé en mode écoute, on va bien voir, peut-être que je le défendrai ce soir. Non. Bien sûr. Cette première demi-heure m'a totalement perdu avec tous ces jumps narratifs, comme vous dites. Et je comprends l'ambition de Dahan de vouloir faire une sorte de rappel constant à sa mort imminente, à la maladie, etc. Dès qu'elle est petite, maladie, on la voit ensuite à l'apogée de sa carrière,
une scène plus tard, elle est vieille, elle est en train de mourir, etc., etc. J'aime bien ce côté contre la montre où tu sais qu'en fait, quoi qu'il arrive, son destin, il va être funeste et il arrive très très vite. Très bonne idée, mise en scène, exécution pourrie. Tu sautes de tous les côtés, de jeunes, vieilles, adolescentes, 20 ans, etc. et tu te perds tout le long du film. Ça donne un côté labyrinthique qui pourrait être vraiment propre si le montage et si la narration avait suivi. Et en fait, à un moment, je me suis retrouvé face à cette 4e scène de restaurant où elle fait la beauf, Marion Cotillard avec ses potes. Et tu dis, on a compris, voilà. Je m'appelle Edith Piaf. C'est ça. En fait, le film se répète sans arrêt, donc t'es un peu dans une sorte d'enfer, en fait. C'est Une boucle temporelle, quoi. C'est ça. Et je me demande si c'était voulu ou pas. Mais je trouve que ce film, en fait, a carrément 3/4 d'heure de longueur qu'il faudrait couper. Très dommage parce qu'il y a quand même un gros savoir-faire sur les décors et les costumes. Pour le coup, ils ont quand même, ils ont investi de la thune, hein, et ça se voit et ça fait plaisir à voir parce que le film pète sa race visuellement. Mais derrière, ça suit pas. Je suis pas rentré dedans et dès qu'on voit la première apparition c'est Thérèse, c'est ça qui lui parle sans arrêt là dans sa tête. La petite. Ouais, voilà. Je me suis dit, oh putain, ça y est, ça part en couille. 2 secondes après, il y a Gérard Depardieu, donc tu dis, oh putain, donc oui, ça part vraiment en couille. D'un côté, ça se veut très sérieux, d'un côté un peu what the fuck. Je sais pas ce que ce film veut être, il m'a perdu, donc je sais pas si je le déteste. J'ai pas aimé le visionner, mais peut-être qu'en le re-regardant, je pourrais peut-être prendre plus de plaisir. Mais Ouais, je t'emmerde pas, c'est bon. j'ai une impression de rêve un peu fiévreux, tu vois, je sais pas. Peut-être qu'il a voulu vraiment mettre en scène le côté infernal de la vie d'Edith Piaf, parce qu'elle a quand même pris cher, hein, la petite. Et ça, pour le coup, ouais, ça, je l'ai ressenti. Mais c'est tout. Et après, faut parler de Marion Cotillard aussi. Alors, elle a eu un Oscar, et visiblement, bon, bah, ça a plu à certaines personnes, mais j'ai trouvé très lourde. Dans une sorte de surjeu. Après, le personnage pète de base est comme ça. Et j'en doute absolument pas, mais je suis pas rentré dedans. Je l'ai trouvé en fait très en décalage avec le reste du casting, qui eux sont très très réalistes, très sérieux, très naturels en fait. Puis elle est toute bossue, pas très bien maquillée. En plus, par instant, faut aussi dire les choses. Après, elle a eu un Oscar aussi parce que faut pas oublier que c'est une performance qui est totalement en accord avec les standards hollywoodiens du cinéma de cérémonie, quoi. Bien sûr. Hein. Bien sûr. C'est ça en fait qui me saoule chez les biopics souvent, c'est que c'est des projets qui tournent plus autour de l'acteur ou de l'actrice principale que ce qu'ils veulent faire passer comme message. C'est des projets à Oscar tout simplement. C'est de l'égocentrisme pur et ça en fait qui fait que c'est un genre que j'aime pas trop. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut reconnaître, je rebondis juste sur ce que Romain a dit. Il y a un truc dont on a, c'est vrai, pas beaucoup parlé, c'est que la direction artistique me semble correcte. Alors j'y crois un petit peu, quoi. Tu vois, quand je vois le film, voilà, c'est vrai qu'au niveau des costumes, des décors, je trouve ça correctement exécuté, quoi. C'est à peu près le seul truc qui me semble cohérent avec au moins avec le contexte de narration. J'ai cru que t'allais venir au point moustache en disant qu'il y avait trop de moustaches, un truc comme ça. Mais non, mais la moustache, justement, ça fait partie de la direction artistique, tu vois, des belles moustaches, c'est bien. Ah mais ce soir c'est la soirée moustache entre ça et Bohemian Rhapsody. C'est la soirée de moustache, c'est terrible. Voilà. C'est un thème commun. En plus d'être un véhicule promotionnel également, on va voir aussi, c'est un grand thème commun aussi également. Mais du coup, juste une question que ça soulève, ce truc-là, c'est que par rapport à tout ce qu'on a dit, en fait, c'est un peu étrange, non, je sais pas, d'avoir eu un tel plaidoyer public, quoi. Plébiscite. Ouais, un tel plébiscite public comparativement justement à ce que l'objet est en lui-même, quoi. Qui est un truc, à mon sens, complètement anti-accessible, quoi. Tu vas voir ça en salle, comme un biopic à l'américaine, t'es complètement paumé, quoi, tu vois, narrativement et tout, ça se tient pas du tout, et ça veut pas se tenir, en plus. Bon, après, je me doute bien, hein, on sait bien que quand on veut faire aimer un film à quelqu'un, on sait comment faire pour le vendre, hein, c'est pas un souci. Mais c'est un peu étrange qu'il y ait autant de critiques positives du public, hein, pas de la critique, pour le coup. J'ai aucun souvenir de la critique française, mais moi, je le vois plutôt comme un film qui a fonctionné par son succès en tant que film étranger. Ouais, mais il a aussi bien marché en France, tu vois. Il a aussi très très bien marché en France. Okay. Mais normal aussi, Edith Piaf, ça reste un monument français, etc. Donc d'un point de vue communication, marketing, c'était vendu d'avance. Ouais, mais tu sais, on a eu des films sur Molière qui n'ont pas marché. Ouais. Hein. Oui, non, mais... Mais c'est pas la même iconisation. Après aussi, ça reste l'exemple typique du film à Oscar, hein, je suis désolé. Pour moi, il y a quand même une... Bah moi, je suis pas sûr. Ah ouais, parce que moi, je vois une certaine prétention, tu vois, dans le côté narration explosée, etc. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais dans le sens où un film à Oscar, pour moi, c'est Green Book, tu vois. Oui. C'est un truc d'une platitude terrible et puis qui enchaîne des séquences et qui prend pas trop la tête avec ce qu'il filme, quoi. Alors que là, t'as quand même des scènes, je sais pas si tu te rappelles, au début, dans le bordel, là, t'as la caméra qui est au milieu, qui saute d'un côté à l'autre, t'as une espèce de photo à la Genet, tu vois, c'est quand même un truc qui se voudrait ambitieux, quoi. Donc, en fait, c'est quasi un anti-film à Oscar, quoi. Ou alors c'est un film à Oscar qui veut pas l'être, c'est un autre problème, mais en fait j'étais curieux de la réception. Edith Piaf à l'international, ça cartonne aussi, hein. Bah disons qu'elle a une vraie carrière aux États-Unis. Tous ces EP, ils ont cartonné. Parce que tu parlais de Molière, mais dès qu'on parle de quelqu'un qui touche au siècle dernier, en fait, oui, bien sûr, avec le début de l'hypermédiatisation, rien que le fait d'avoir ta photo dans le journal, déjà c'est pas quelque chose que
Bien sûr. qui était évident avant. Et je pense que c'est ça. C'est dès qu'on touche à une grosse icône internationale qui a un peu un voile posé sur sa vie, ça génère en fait de l'intérêt. Et de par là, ça génère du succès. Ça se tient. Ce sera tout pour La Môme, film, on va dire, qui est plutôt pas très bien aimé par la team. On va passer directement maintenant à ce qu'on appelle communément le capitalisme, puisqu'on va parler de Jobs. C'est de la technologie de pointe. Personne fait des trucs pareils. Bienvenue chez Apple Computer. Toute la société est là. C'est une start-up. On devrait commencer avec 90 000 $. Vous pouvez répéter ça? Enfin, si vous voulez de moi. La société Apple entre en bourse ce matin. Nous devons rendre ces petites choses inoubliables. La typo, c'est pas un problème urgent. Tire-toi. Il essaye d'entrer en guerre contre IBM. Il a toujours fait l'impossible, même depuis un garage. J'essaye de développer Apple et ils veulent me l'enlever. Si tu continues dans cette voie, je ne pourrai plus te protéger. C'est une escroquerie flagrante. Je vais vous poursuivre pour chaque cent volé. C'est toi qui es ton pire ennemi. Jobs, sorti en 2013, réalisé par Joshua Michael Stern et écrit par Matt Whitley, qui signe ici son seul scénario. Jobs raconte l'histoire de Steve Jobs, incarné par Ashton Kutcher, un visionnaire incroyable, un entrepreneur de génie qui a fondé Apple et bouleversé le marché de la tech grâce au Mac et quelques décennies plus tard, l'iPhone. Film décrié à sa sortie pour avoir singé The Social Network de David Fincher avec une réalisation plus que douteuse. Jobs crée malheureusement un portrait de super-héros sur un personnage problématique, certes un génie, mais avant tout une personne horrible, arrogant, obsessionnel et opportuniste, pour finir sur un film qui fait office également de wagon publicitaire pour la marque Apple. Alors, est-ce que Jobs mérite autant de se faire fumer sa race ou finalement ce ne serait pas le Citizen Kane high-tech des années 2010? Et pour répondre à cette question, je me tourne vers notre cher Romain. Romain, c'est à toi. Je vais le fumer, le film. Alors, je t'arrête tout de suite. Je vais peut-être aller revoir Bohemian Rhapsody pendant que tu parles du film. Du coup. Non, t'inquiète pas. C'est pas si long que ça. Déjà, je voudrais juste commencer en disant que je trouve que ce film, sa production, c'est un peu une anomalie. Comme tu dis, le scénariste, il a fait qu'un seul scénario et on l'a jamais revu. Et le Le dernier film de son réal. Et c'est le dernier film de son producteur. Voilà, c'est un truc de fou. Et le pire, c'est qu'avant, ils ont rien produit de vraiment très connu. C'est des mecs qui sortaient de nulle part, qui se sont retrouvés à faire ce film et ils ont disparu. C'est un attentat, le truc. Ils arrivent. Un producteur, il est arrivé et fait si on faisait un film sur Steve Jobs. Ah, mais c'est pas con Ouais, ça. Tiens, on y va. c'est Allez, ça. go. C'est un projet de Kutcher, de toute façon. Oui, clairement. Et c'est un biopic dans une situation assez inédite, puisque 2-3 ans après la sortie de ce film, il y a eu un autre biopic sur Steve Jobs qui est sorti. Lui, il est bien. Donc forcément, directement, ça a piqué. Donc je m'excuse, et je pense qu'on s'excuse au nom de toute l'équipe de Shitlist pour ce qu'on va faire, parce que ce film dont on va parler est déjà maudit par le destin. Et nous, ce qu'on va faire, c'est un peu l'équivalent de mettre une balayette à des mecs en béquille. Oui, mais on va essayer de comprendre pourquoi ils sont en béquille, tu vois. C'est ça le truc. C'est ça. C'est ça. Et pour commencer, tu vois, je trouve que les biopics, c'est souvent des projets qui sont assez chiants et creux parce qu'ils ont vite tendance à glorifier la personne dont ils parlent pour faire de la thune. Il y a des exemples bien sûr contraires, Control, Loup de Wall Street, etc., qui vont bien critiquer le milieu dont ils parlent. Mais là, on se trouve face à un film qui fait l'inverse de ce que fera un bon biopic pour moi, c'est-à-dire un peu faire une étude de l'homme, de l'humain, du personnage qu'il étudie, etc. Là, c'est Et vraiment... de justifier un petit peu son comportement aussi. Exactement, voilà, creuser un peu et même un peu défier le spectateur si tu veux. Et là, pas du tout. Parce que ce soir, réflexion, interrogation sur la nature humaine, on s'en fout. Jobs, c'est l'inverse, c'est juste une grosse pub pour Apple, excuse-moi. Je pense que le réalisateur et le scénariste Non, ont juste voulu pour faire... Steve Jobs. Voilà, ouais. Voilà, ils ont fait une éloge du coup de Steve Jobs et à son génie. Et ça se voit dès l'introduction quand Jobs arrive sur scène pour présenter l'iPod. C'est Jésus. Exactement, voilà. Il arrive, c'est le Messie. Il parle, tout le monde se tait, il rigole, on rigole. Il y a les grosses lumières blanches autour de lui comme un halo, tu vois. C'est le Messie. Et tu te dis, bon, c'est l'introduction, direct, tu sais que il y a pas beaucoup de recul qui a été pris sur le personnage. Et tu peux dire, ouais, mais c'est l'introduction, on peut attendre un peu, on va voir. Mais non, c'est que ça en fait. Le mec, il est sur sa lancée et il s'arrête pas pendant 2 heures. C'est terrible. Il continue à le mettre en scène comme une sorte de Messie. Et le meilleur exemple, il arrive vraiment au milieu du film, je trouve. Il retourne chez l'équipe du Macintosh, Jobs. Les mecs, ils sont démotivés, ils se font chier, ils sont dépressifs, et au bout de 2 minutes en sa présence, les mecs, ils sont contents, motivés, lumineux, tu vois, c'est une sorte de rayon de soleil, et il est mis en scène comme tel. La lumière, elle est chaude, des gros lance-flares autour de lui, etc. C'est vraiment le daron. Et une fois que tu remarques ça, c'est terrible, parce que c'est 2 heures de ça, et à aucun moment, il y a une once de remise en question chez Steve Jobs. Il y a une scène, moi, même c'est au début, moi ça m'a fait rire. C'est à un moment donné, il est défoncé sur un champ de blé.
Et là, il se touche le blé. Il est touché par le soleil comme une bénédiction. Et là, la caméra, elle filme le ciel, t'as un énorme lens flare justement au milieu. Ouais, Exactement. Et du coup, avec cette équipe de Macintosh, ils partent recruter des gens, et c'est pas un recrutement, c'est un sauvetage. Il arrive littéralement en face des gens, et il dit carrément... Tu t'ennuies dans ta vie ou pas? Tu t'ennuies? Allez, viens avec nous. Tu vois? Les gens, ils sont déjà dépressifs de base, t'as même pas de développement de personnage, ils sont juste sad, et ils passent genre trop contents ensuite parce que Steve Jobs arrive. Et c'est terrible, avec des gros discours sur la passion, la persévérance, etc. Et ça s'arrête jamais. Et là, du coup, vous me dites, ouais, mais Romain, c'est pas forcément négatif tout ça, tu cites que des faits, c'est quoi qui te dérange? Et moi, je vous réponds que cette mise en scène qui est très valorisante, elle aurait marché si Steve Jobs dans le film n'était pas un immense connard. Le réal, il est à côté de la plaque totalement parce que tout le long du film, Steve, il fait que des cacas nerveux, il est teigneux, il est à la limite de l'hystérie et il ruine la vie de tous les gens qui l'entourent. Au milieu du film, à un moment, sa copine lui annonce sa grossesse, il la fout à la rue, le mec. Et il fait des C'est un vrai truc. Hein. Ah ouais, mais c'est un truc de fou. Et à aucun moment, la réalisation prend un peu de recul par rapport à ce qu'il fait et ils vont le mettre en valeur parce que c'est là où il se dit, Steve Jobs, je suis un bonhomme. Et du coup, il se met à bien s'habiller, etc. Tu vois, il se valorise. Ouais, et sa meuf, elle est en train de pleurer sur le canapé. Et il y a un personnage qui arrive et qui va limite mettre en avant justifier ce qu'a fait Steve Jobs. En mode, non mais c'est Steve, tu connais, il a changé. Maintenant, voilà, faut le suivre. Voilà, c'est un bonhomme, c'est un vrai. Et le moment où ce problème va être réglé, c'est dans une ellipse, histoire de pas avoir besoin de régler ça. Exactement. Il revient avec plus tard. Tout roule. Il y a pas vraiment, y a rien. Le soleil. Ça m'énerve. Je te jure. Parce que du des coup, patates. et ce film, en fait, s'exempte de toute règle scénaristique et de développement de personnage. Un personnage, quand même, au début et à la fin, doit évoluer. En fait, au début du film, c'est un jeune connard, et à la fin, c'est un vieux connard. Il y a rien qui change. Et ça m'a énervé, vraiment. Ce que je pense que le réalisateur veut dire, c'est vraiment, voilà, ce mec, c'est un dieu. Et ça m'a énervé. Vraiment, voilà. Je pourrais continuer, mais je pense que vous avez capté le message. Mais après, en plus, faut pas rester que sur ça, parce qu'il y a aussi d'autres aspects au film qu'on peut parler. La réalisation, elle est plate, comme jamais. Il y a rien. La seule idée, c'est de mettre une lumière très jaune, très valorisante, très très chaude et chaleureuse tout le long du film pour donner un peu un aspect gentil, tu sais, chaleureux, comme je l'ai dit, pour mettre en valeur Steve Jobs. La musique, c'est du les musiques de vidéos d'entreprise, en fait, tu vois, que tu trouves sur. Mais pire, j'ai l'impression que c'est de musique de super-héros pour le monter en valeur un petit peu, mais pété, quoi. Ce qui me choque aussi, c'est l'incompétence du scénariste, parce que vraiment. On parlait d'évolution de protagoniste tout à l'heure, mais c'est quand même une des bases qu'on t'apprend quand même en école de cinéma, c'est que faut le faire évoluer ton personnage, mais pas que ça, faut aussi développer des péripéties, il faut surtout qu'il y ait des obstacles, sinon ton film il n'avance pas. Il y a littéralement aucun obstacle dans le film, parce que dès que t'as un bout d'obstacle qui arrive, Steve est la victime, mais il s'en sort directement dans la même scène. Bah en fait, les obstacles, c'est les autres, c'est des connards. Enfin, c'est les mecs qui ont pas d'action. Exactement ça. Voilà, un mec le fait chier, il change d'équipe, mais dans la séquence, tu vois, en 2 secondes, c'est réglé. À un moment où tu te dis, ah, il y a de l'enjeu là. Là, il y a de l'enjeu. Et c'est là où le film de Danny Boyle, donc l'autre Steve Jobs, qui est très très bon, qui est sorti 2 ans après, ça sort très très bien, c'est que dès le début, t'as que d'enjeux, en fait. Il le filme comme un connard, il sait que c'est un connard, et il le montre comme un connard. Et dès le début, le film s'ouvre sur le Macintosh qui bug. Du coup, directement, faut bosser, etc. T'as de l'enjeu, t'as quand même des obstacles, etc. Là, il y a rien. Du début à la fin, c'est juste une sorte de grosse pub pour Jobs et son génie, et ça m'énerve. Son gros cerveau. Le message de ce film m'énerve parce que même si en effet ce film n'a pas plu à grand monde, si des gens le prennent au sérieux, ça peut vite devenir ce genre de film que tu vas retrouver cité sur LinkedIn. Voilà. Et ça me vénère, je te jure. Ouais, tu fais des montages, tu sais, avec le moment où il vire ses potes, c'est bien. C'est ça. Inspirant, quoi. Il vire ses potes, il perd tous ses amis. C'est le parti un peu social network pas assumé, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais social network, ils savent que Mark Zuckerberg c'est un connard aussi. Ouais. Et voilà. Et c'est le même qui a écrit Steve Jobs, hein, c'est Aaron Sorkin. Oui, bien sûr. Évidemment. C'est ça. Et lui, il sait ce qu'il fait. Il sait sur quel corde fonctionner, quoi. Donc voilà, moi ce que je pense de ce film, c'est ni fait ni à faire, c'est con et faut pas le regarder, c'est nocif. Allez voir le film de Danny Boyle. Non, mais si vous voulez faire de la propagande, regardez ce film. À la limite. Oui, voilà, au pire. Mais je sais même pas. La réalisation est plus un peu du cul, parce que tu l'as dit, hein, c'est trop éclairé, et puis faut voir aussi le montage. Ça n'existe pas, quoi. C'est affreux. Ah oui, c'est affreux. basique. Ils partagent le même problème que Bohemian Rhapsody. Je me demande si c'est pas le même monteur. J'ai pas regardé, mais. On va en reparler derrière. Il faut savoir également, le film a coûté 12 millions, ce qui est pas grand chose. Il en a gagné 42. Bien. Donc en fait, le hold-up a quand même fonctionné. Ouais, c'est pas mal. Ouais, mais il y avait un peu de marketing derrière, je pense. Ça reste Steve Jobs qui était mort 2 ans avant, etc. Donc forcément, ça allait marcher. Ouais. Ils adaptent pas un bouquin, je crois, à la base. Si. Ouais, c'est sa biographie. Sa biographie, ouais. Donc pareil, il y a aucun recul. Le point de vue, ouais. Qui c'est qui veut prendre la suite? Est-ce que ce sera Manu? Bon, vas-y. Manu, notre seul développeur
qui va pouvoir parler en tant que professionnel. Ça fait plaisir. Est-ce que c'est vraiment, voilà, est-ce que c'est ça Rien la à vraie voir. vie de développeur, quoi? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que vous êtes dans un garage, monsieur? Mais c'est clairement pas un développeur déjà, nous en reparlerons, mais ce n'est clairement pas un développeur. Ça y est. Ça balance. Mon avis, il va pas mal rejoindre celui de Romain de toute façon. On va toucher à un truc avec ce film qui touche, dont on a commencé à parler avant et dont on reparlera beaucoup après. C'est-à-dire qu'il faut des fois peut-être réécrire un peu la réalité pour donner de l'enjeu et raconter quelque chose. C'est le gros problème avec ce film. Alors, il faut savoir que c'était aussi ma première fois en effet et que je me suis pas fait chier parce que il est quand même fascinant en fait. Quand tu le regardes, tu poses beaucoup de questions. La première, c'est qu'est-ce que ça veut raconter? Pour moi, c'est quand même la base de l'écriture d'un film. Qu'est-ce que tu veux raconter? Et le film ne sait pas. Ce qu'il savait, c'est qu'il y avait un personnage important qui avait une aura publique, qui est une sorte de légende, et que ça ferait du fric probablement. Donc certes, il y avait un projet, mais derrière, ça nous raconte juste l'histoire d'un mec de droite qui encule tous ses potes et se fait enculer par d'autres mecs de droite, tout en espérant peut-être. On sait même pas si le film espère qu'on ait de l'empathie pour lui. Alors que lui, il en a pour personne de l'empathie. Je trouve ça hyper perturbant, nocif, comme le disait Romain, parce que, à ne savoir rien raconter, le film ne crée pas de personnage, en effet, n'arrive pas à définir qu'est-ce que Steve Jobs. Des fois, c'est juste un opportuniste qui a une bonne idée. Et qui sait négocier, c'est un commercial, clairement. C'est comme ça qu'il lance le truc, c'est comme ça qu'il recrute ses potes, il les encule au passage, le $5,000, 700, on l'a bien vu passer. Hein. Mais derrière, ils essayent de le présenter comme quelqu'un qui a une vision, mais sa vision, qu'est-ce que c'est? Quelle est sa vision? À la rigueur, le seul truc qui fonctionne dans le film, c'est de nous montrer que Jobs a une inaptitude. Est-ce qu'elle est légendaire? Est-ce qu'elle est réelle? Je pense qu'elle est réelle, à rester dans l'immobilisme et à ne pas innover. À la rigueur, c'est la bonne idée que tu peux en sortir. C'est peut-être l'esprit LinkedIn positif que tu pourrais avoir, mais dans la méthodologie, c'est la méthodologie LinkedIn aussi. Hein, c'est qu'il faut pas trop s'en faire pour les autres. Et du coup, je trouve ça hyper perturbant parce qu'à aucun moment t'as de l'émotion pour les personnages, sauf les victimes. En fait, c'est un peu, c'est un peu ses potes du début qui se font enfler. Derrière, il revient en plus pleurer sur leur photo dans le garage de son papa. C'est Joe Biden en plus, son papa. Ça m'a perturbé. Et tu sais pas pourquoi il pleure parce qu'il a jamais eu de sentiment pour eux, en fait, c'était juste des outils. Et c'est très perturbant en plus parce que j'ai connu des gens comme ça un peu qui sont là, pour eux t'es des outils et quand ils ont réussi à faire ce qu'ils veulent, ils s'en foutent en fait. Et c'est vraiment le film LinkedIn de base et pour moi c'est celui que je vais plus défoncer ce soir, je pense, même si Bohemian Rhapsody, je le déteste. Celui-ci, il a vraiment une nocivité qui est assez gerbante, c'est affreux, hein, c'est complètement affreux. La scène du garage que tu nous dis justement, où il est en train de chialer, où il y a son père à Joe Biden, il ressemble à Joe Biden pour toi, mais pour moi, non. Et il reconstruit sa vie. Voilà, il reconstruit sa vie, il remet un peu tout ce qu'il a fait en jeu. En fait, il pleure, c'est pas pour ses potes, hein, c'est juste parce qu'il a raté comme une grosse merde, hein, je pense, hein, mais bon, on te met un semblant d'émotion, mais tout le film rate la coche émotion de toute manière. Ah c'est pas ses potes qui va chercher après. Hein, ouais, c'est sa boîte, ouais, c'est ça. Voilà. Mais il sait pas sur quel pied danser le film, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'on te montre un enculé, mais on te le montre en mode super-héros. Quoi. Il a pas de point de vue. C'est toujours le problème quand t'as pas de point de vue, c'est avoir un point de vue, ne pas en avoir. Ouais. En fait, ce film-là, il a deux problèmes majeurs. En fait, le premier, déjà, c'est Steve Jobs, tout simplement. Honnêtement, je pense que c'est pas une figure très romanesque, à mon sens. C'est pas quelqu'un de très cinégénique, Steve Jobs, tu vois. Dire, qu'est-ce que tu veux raconter dans un biopic sur Steve Jobs? Finalement, pas grand-chose. Et c'est ce que Danny Boyle et Sorkin avaient très bien compris 3 ans plus tard, quand ils font Steve Jobs, le film. Où, justement, au lieu de faire un enchaînement de séquences narratives, ils se concentrent sur 3 scènes, je crois. Voilà, des différentes... 3 périodes de sa vie, en profitant, justement, pour miser beaucoup plus sur le cinéma et sur l'esthétique, quoi, avec des formats d'images différents, avec des manières de filmer, des moyens de captation différents. Sauf que le film avec Ashton Kutcher n'est absolument pas capable de faire ça et ne cherche pas à faire ça. Donc la seule chose qu'on fait, tout bêtement, c'est prendre une fiche Wikipédia, parce que c'est vraiment le proto-biopic Wikipédia, quoi. Le truc le plus détestable dans cette démarche qui existe, c'est vraiment un exemple, c'est le maître étalon, quoi. C'est-à-dire que donc on prend cette fameuse fiche Wikipédia et on enchaîne les séquences les unes après les autres, comme si on lisait un bouquin ou une fiche Wikipédia. C'est-à-dire qu'il y a 0 point de vue, jamais. Voilà, c'est juste des faits relatés, avec tous les problèmes que ça peut avoir, hein, au niveau de la personnalité borderline, hein, dont on parle depuis tout à l'heure. Et encore une fois, le fait de ne pas avoir point de vue, c'est vraiment hyper perturbant. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais si on est en train d'abonder dans le sens donc des protagonistes ou si on est en train de juger ce qui se passe, quoi. Tu vois, la scène où il est en train de présenter un futur logiciel et qui vient un de ses programmateurs qui est pas d'accord avec sa vision ou je sais pas quoi. En fait, tu sais pas, quoi. Est-ce que c'est quelque chose de négatif? Est-ce qu'on est là en train de te dire, ouais, mais regarde, ce mec-là, il a tellement la haine, tu vois, c'est tellement un espèce d'emblème du rêve américain que c'est pas grave, quoi. Tu vois, s'il doit jeter des gens en dehors de la route, en fait, c'est cool, on y va, quoi. Donc voilà, c'est un problème terrible, hein. C'est le problème de masse de biopic d'avoir aucun point de vue, en fait, de jamais rien
Remettre en cause. de jamais rien juger, quoi. Et donc là, c'est ce que j'ai ressenti pendant 2 heures, parce que c'est pareil, c'est beaucoup trop long, hein, je veux dire. D'autant plus que ça se concentre sur une période qui est, à mon sens, pas la plus intéressante à raconter, quoi. Donc voilà, énormément de problèmes, c'est pareil, enfin, il y a des sous-intrigues qui sont absolument lunaires, quoi. Le coup de la fille reniée, qui se retrouve sur un canapé une demi-heure plus tard, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Voilà, il y a des tas de trucs comme ça. Et puis c'est pareil, encore une fois, en termes de cinéma, en termes de mise en scène, c'est l'enfer, quoi. C'est une pub de parfum, un peu. Tu vois, je sais même pas si ça se veut esthétisant, je sais pas ce que ça veut faire. Ça filme de manière fonctionnelle, quoi. Et y a rien qui me fait plus flipper au cinéma qu'un truc fonctionnel. Ok, j'ai besoin de raconter mon histoire, j'ai besoin quand même de rajouter une image, et voilà ce que j'en fais. Le deuxième problème, pour revenir là-dessus, c'est Ashton Kutcher, quoi. C'est un problème terrible, parce qu'en fait, on a toujours une dualité. C'est-à-dire que déjà, il a une physicalité qui colle jamais à son personnage et à ce que son personnage véhicule, quoi. Tu vois, parce qu'Ashton Kutcher, que tu le veuilles ou pas, il a un peu une gueule sympathique, tu vois. Enfin, il a une gueule de jeune premier, de Golden Boy, c'est cool, machin, c'est super, quoi. Et puis en plus, quand on le vieillit, on voit tout de suite qu'il est grimé, et puis c'est faux, ça pue à 15 km, quoi. Tu vois, il a pas 1/1000 de la présence de Fassbender, mais ça, de toute façon, on le savait, c'est pas c'est pas un scoop, quoi. Et donc, du coup, je pense qu'il était en train d'essayer de gratter son Oscar. Et parce que non, mais il l'a pas eu. Mais il tentait de le gratter, quoi. Et on voit que la caméra met l'emphase que sur lui. En fait, personne n'existe à part lui. Même quand il renie sa fille, on a des ralentis sur lui dans une chambre en train de pleurer, des espèces de points de montage un peu foireux. Il n'y a pas une séquence où on n'est pas avec Steve. Il n'y a jamais un point de vue différent de celui de Steve. Il est tout le temps là. Et voilà. Et quand il doit faire des choses horribles pour son entourage, eh ben, quelque part, moi je l'ai senti comme quelque chose de justifiable. Tu vois, à la fin, justifier les moyens, c'est pas grave. Tu veux atteindre tes objectifs, tu peux écraser qui tu veux sur ta route, finalement. Tu vas gagner, mon gars. Et ça, c'est beau, ça, c'est le rêve américain. Et voilà, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à en dire, quoi. C'est une gigantesque pub pour parfum, avec tout ce que ça a de plus détestable et de plus sous-esthétisant possible, quoi. C'était vraiment dégueulasse. Vraiment, c'est une super émission. Non, mais belle émission. il est les couilles à l'envers, le Marvin, là, ça y est. Attends, Marvin, il reste encore un film, hein. Calme-toi. Ouais, mais je l'aime bien, celui-là. Ah ouais, non. Attends, ok. Oh merde. Oh merde. Et justement, on va continuer avec Bohemian Rhapsody. Je veux offrir au public un morceau qu'il puisse reprendre en cœur. C'est quoi les paroles? Prêt, Freddy? Ouais, c'est parti. Tu dois ralentir le rythme, Fred. Il leur faut un peu de temps. Et si j'en ai pas du temps? T'es une légende, Fred. On est tous des légendes. Bohemian Rhapsody, sorti en 2018, réalisé par Bryan Singer et Dexter Fletcher. Bohemian Rhapsody raconte l'histoire de Freddie Mercury, incarné par Rami Malek, leader du plus grand groupe de rock, Queen. Le film a été un énorme succès populaire en 2018. Il a reçu moult prix, meilleur acteur et meilleur comble de la putain d'ironie, meilleur montage, ce qui en fait le pire doigt d'honneur envers ceux qui ont touché un jour un banc de montage. Parce que oui, le film a eu son succès et son éloge, mais c'est aussi un film raté sur plusieurs points. Un film qui s'est fait aussi dans la douleur. Clash entre Singer et Rami Malek, qui a poussé le renvoi de ce dernier quelques semaines après le début du tournage, pour être remplacé après en urgence avec Dexter Fletcher. Reshoot fait à l'arrache, planning pour finir le film ultra serré. C'est pourquoi ce soir, Bohemian Rhapsody se retrouve dans notre liste et je vais demander à Manu de commencer. Et puis bien sûr, petite surprise que vous savez déjà, il y en aura un dans le lot qui va aimer ce film et il passera en dernier. Comment dire, je vais me répéter, mais quelle est la vision, quel est le projet? C'est compliqué en plus quand tu dois te poser la question de quel est le projet sur un film qui clairement a mis presque 10 ans à se faire, a changé de réalisateur en cours de route, d'acteur, oui, parce que ça devait être Sacha Baron Cohen à la base qui jouait Freddie et Mercury. Déjà à la base, tu te dis le projet il part mal. Il part mal, mais à la rigueur, est-ce que la vision, la Bryan Singer cut peut-être, est portée jusqu'au bout? Bah écoute, j'espère pas, et ça en fait un film plat au final. Même si je veux pas dire par là que j'aurais voulu voir la vision de Bryan Singer. Il en a pas, il en a jamais eu. T'es un peu dur. Il a une vision des petits enfants. Oh. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, il a raison. Ça commence. C'est un film qui choisit de
posé sur la légende de Freddie Mercury et qui n'est pas du coup pour les fans de Freddie Mercury ou pour nous raconter son histoire, mais pour jouer sur une icône, pour jouer sur une reproduction technique d'un concert, sur une ressemblance d'un acteur avec le personnage. Mais derrière, c'est une version édulcorée de la vie de Freddie Mercury qui coule de long en long sur le film. Il se passe pas grand chose. Le plus triste, on y revient, la réécriture de l'histoire. Pour motiver une histoire, pour que quelque chose soit intéressant, il faut des moteurs d'action, il faut des éléments perturbateurs. Tous les éléments perturbateurs du film, en fait, sont des réécritures de l'histoire, puisque la vie de Freddie Mercury a été, sur ces points-là, en tout cas, un peu plus smooth que ce que le film essaye de nous montrer. Il y a eu beaucoup moins de conflits en interne, des choses comme ça. À la rigueur, le film ne nous montre pas ce qui aurait pu être intéressant. Son homosexualité est quasiment éclipsée. La créativité aussi, son envie de la musique, l'opéra, tout ça, ça a été squeezé. Bah, la musique, on va y revenir parce que pour moi, le deuxième élément qui écrit le film, le rythme du film est fait par une romantisation de la créativité musicale. Tout est rythmé par regardez, à un moment, il y a eu ça et ça fait qu'on a créé cette chanson et elle s'est faite comme ça. Et c'est encore là, on joue encore sur l'icône du groupe, l'icône du personnage et la musique qui est culte. Les gens ont envie d'entendre la musique au sein du film et du coup, on l'inclut avec des éléments hyper répétitifs de création de musique au cours du film. Et ça en fait quelque chose d'assez horrible à voir. En plus d'un montage. Alors, je vais pas ressortir la fameuse scène. La rencontre du producteur. La fameuse scène de la terrasse qu'on a vu passer sur Twitter il y a 3 ans maintenant. En boucle, c'était assez horrible pour meilleur monteur. Le monteur a dit qu'il voulait s'étouffer avec un sac plastique depuis qu'il a eu l'Oscar du montage. Ouais, mais en même temps, lui, il devait juste rattraper le pauvre. C'est ça. Du damage control, quoi. Mais pour moi, les vrais bons points du film, c'est dans la reproduction technique. Le concert à la fin, c'est cool. Mais ça passe à côté totalement de son sujet, je trouve. Ça nous raconte pas Freddie Mercury, ça nous raconte pas Queen. Ça veut nous vendre des CD et des DVD, quoi. Et pourquoi, à ton avis? Bah, moi, je sais. Et pourquoi? Pour faire de l'argent? Parce que c'est tous des connards de droite. À la production, c'était le guitariste et le batteur, c'est Brian May. C'est Roger Taylor et Brian May, ouais. Bah oui, parce qu'il fallait leur approval. Non, mais il fallait qu'ils aient un petit confort, quoi. Il fallait qu'ils aient un véhicule promotionnel. Non, mais surtout, il fallait qu'ils valident le projet pour que ça puisse se faire. Et forcément, tu réécris l'histoire aussi au passage, quoi. Mais ouais, je trouve ça, en fait, on n'était pas obligé de faire un film sur la vie de Freddie Mercury, on s'en serait très bien passé, quoi. Et je vais faire une question à Romain pour qu'il puisse se lancer sur le film. D'après toi, qui a eu l'Oscar, Rami Malek ou ses dents? Oh, c'est super bas. Ouais, c'est bas, ouais. Il peut rien. Non, on peut pas. En plus, c'est super dur de critiquer Rami Malek. Non, parce qu'il se donne, là. Il est bon et qu'il Pour le coup, voilà, pour moi, c'est le point fort du film, Rami. J'ai vraiment pas trop aimé ce film, principalement parce que c'est vraiment le petit guide du biopic suivi de A à Z. C'est-à-dire que tu vas commencer le film sur un moment clé de la vie d'un personnage, que tu vas suivre tout le film, et juste avant ce moment, hop, ça va repartir 20 ans en arrière, où tu le vois dans un job de merde, et en fait, il a un talent caché, et en fait, du coup, il va continuer sur cette voie de son talent caché. Il a un problème avec son papa aussi, il faut pas oublier. Un problème avec la famille, évidemment, et puis en fait, du coup, le personnage, le protagoniste, il se lance à fond, ça commence à marcher, mais ça cause des problèmes dans sa vie personnelle, etc., etc., etc. Ça, tu l'as vu 1000 fois, c'est le biopic de base, et c'est tous les biopics américains, en fait. Tu prends Ray Charles, tout ce que tu veux, c'est la même structure, même construction, en fait. Et d'ailleurs, ça marche aussi pour Jobs et pour La Môme. Ça commence pareil, un flash forward plutôt, puis on revient en arrière, etc. Enfin voilà. Donc moi, ça m'a saoulé parce que du coup, il y a aucune surprise. Ensuite, quand tu me dis Freddie Mercury et Queen, moi, je pense aux années 70 et aux années 80. Et ces années-là, c'est quoi? Bah, c'est la libération des mœurs, c'est la cocaïne, la drogue, des orgies, etc. Il y a rien de ça dans ce film-là et c'est super dommage. Il y a rien de ce que ça aurait dû explorer. C'est ça, en fait. Et moi, ce que je voulais, c'était ça, parce que Freddie Mercury, du coup, a eu une vie très rock'n'roll. Et en fait, on se tape une sorte de feu de l'amour un peu chiant pendant tout le film. Et c'est très dommage, en fait. Ça prend aucun risque. C'est une version très édulcorée de ce qu'on aurait dû avoir, quitte à avoir un film sur Freddie Mercury, et ça m'a vraiment fait chier. Parce qu'en fait, à part les interludes musicales du film, parce que Queen, ça reste incroyable, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Il y a un bel effort sur les costumes et la remise en scène de concert, etc. Mais en fait, ça s'arrête là, c'est juste une sorte de gros clip de 2 heures avec des interludes un peu chiantes. Rami Malek fait tout ce qu'il peut. D'ailleurs, tout le casting fait ce qu'il peut, mais les dialogues sont pas forcément super, et faut qu'on en parle, bien sûr, on en a parlé, mais je suis monteur vidéo, et j'ai mal.
J'ai mal laissé ce film respirer, il y a aucun plan qui dure plus d'une seconde, c'est terrible. Et une rumeur court que apparemment tous les membres du groupe vivant voulaient avoir autant de temps à l'écran que Rami Malek. Ah. Enfin, apparemment il y a eu des gros soucis en fait en post-prod parce qu'il voulait apparaître plus, etc. Donc le monteur a dû charcuter ça n'importe comment, d'où le fait que t'as des séquences où t'as plein de plans inutiles sur tel ou tel personnage, du coup ça te foire toute la Qui continuité. réagit, quoi. Ouais. Exactement, des plans de réaction tout le temps. Il n'y a pas un moment où ce film respire, ça te foire toute la vision du film parce qu'une fois que tu remarques, des fois, tu regardes là, c'est connu et c'est facile de cracher sur cette séquence, mais quand ils discutent tous vers le début du film là avec leur manager et compagnie, c'est incompréhensible. La spatialisation des personnages, elle est dégueulasse et tout le film est comme ça et moi ça m'a dégoûté vraiment. À un moment c'est trop, c'est too much, ça va dans tous les sens et tu te dis putain, arrêtez. Donc en effet les concerts sont cool, mais pour moi ça s'arrête là. Mais ça c'est de la reproduction quoi. Ouais. Tout le groupe est bien en fait. Ouais. Tous les acteurs du groupe. C'est ça en fait. Le potentiel est là, mais je pense que c'est clairement pas un film qui devrait être PG-13. Pour moi c'est du gros R-rated parce que ce qui devait être à la base. C'est ça, c'est du rock'n'roll, c'est grossier, ça transpire, ça baise, ça prend de la drogue et compagnie. Ils ont pas osé une seule fois y faire référence ou dans une séquence où on voit un mec sur un canapé. Voilà, c'est tout. Et c'est super dommage, voilà. Non, c'est vrai que c'est une version gentillet, fadasse de l'histoire de Queen. Et Marvin, qui est à la défense aujourd'hui pour ce film, c'est assez surprenant de ta part que tu adores ce film. Clairement, je l'adore pas. Défoncer la gueule là. Je l'adore pas. Tu le tolères? Je le tolère parce que en fait, je pense que le traitement qu'il a subi est complètement disproportionné de toute façon par rapport à plein d'autres trucs quoi. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que c'est que ce film déjà. Pourquoi on est là en train d'en parler, tu vois? Pourquoi il a autant polarisé de critiques à sa sortie? Est-ce que véritablement il le méritait? Non, parce que c'est pas un film, c'est un produit dérivé. Et c'est tout ce que c'est. C'est tout ce que c'est, et c'est comme ça qu'il faut le prendre, et ça n'a jamais voulu être autre chose, parce que déjà, c'est réalisé par Bryan Singer, qui est une des plus grandes escroqueries de la mise en scène, je pense, des années 90-2000, quoi. Tu vois, c'est quand même un mec qui a passé sa vie à bâtir sa notoriété sur les compétences de ses collaborateurs, quoi. Tu vois, genre, c'est quand même le mec qui est reconnu pour Usual Suspect, alors qu'au final, quand tu creuses un peu, tu vois que c'est un film de McQuarrie, quoi. Et je parle même pas de la saga X-Men, quoi. J'ai même pas envie d'en parler, d'ailleurs. Du coup, en fait, moi, c'est là où on s'entendra pas de toute façon. C'est l'histoire réelle telle qu'elle a vraiment existé. J'en ai un peu rien à foutre. Alors même si j'aime beaucoup le groupe en fait, pour comprendre un petit peu la boucle de la création de ce film-là, c'est que c'est un moment où dans l'histoire du groupe, parce que le groupe Queen est un groupe tellement énorme que c'est une entreprise, il faut réinjecter de l'argent. Et à ce moment-là, ils sont un petit peu en fin de période Queen avec je sais plus qui Adam Lambert. À ce moment-là. Non, c'est avant Adam Lambert. Paul Rogers, le mec de Bad Company. Là. Et donc en fait, ça a pas trop marché. Parce que depuis la mort de Freddie Mercury, ils font des Queen Plus avec un chanteur un peu pièce rapportée, quoi. Et donc ils sont en train de prévoir la prochaine tournée avec Adam Lambert, justement, là, un ancien American Idol, je crois. Et donc il faut réinjecter de l'argent dans le groupe, et donc Roger Taylor et Brian May donc sont derrière le projet. Et d'ailleurs, c'est peut-être le grief majeur qu'on peut faire au film. C'est un film qui épouse en fait le point de vue de ses producteurs exécutifs qui sont Roger Taylor et Brian May. Le seul personnage sur lequel on pose parfois un regard un tantinet négatif, c'est sur Freddie Mercury finalement. Parce que Freddie Mercury, c'est une diva, parfois il nous a laissé tomber, alors que nous, regarde, on a toujours été là du début à la fin. On effleure le fait qu'il soit un petit peu volage de temps en temps, tu sais, mais c'est juste dit comme ça, alors que bon, en vrai, si tu regardes, ça s'est évidemment pas passé comme ça, quoi. Après, juste pour revenir sur l'autre grief majeur qu'on a fait à ce film-là, hormis les problèmes de Bryan Singer, qui sont ses problèmes perso, MeToo, tu vois, le fait qu'il se soit fait dégager, je pense, c'est plutôt une bonne chose finalement. Même si Dexter Fletcher, je crois, il arrive tard et puis il rattrape les choses comme il peut, mais il peut pas grand chose. Il s'est pas fait dégager, il a pété un plomb. Ouais, et puis Rami Malek en voulait plus. C'est un fight avec Rami Malek et de toute façon, il était. Il est parti, il a dit j'arrête. Avec la Fox parce qu'il cassait les couilles à tout le monde depuis les X-Men en fait. Et là, ils en pouvaient plus en fait déjà de base. Ouais, donc après il y a le fameux problème du montage. Donc on a cette fameuse séquence qu'on a vu tourner en boucle sur les internets là avec le producteur là, Littlefinger là qui déboule. John Reed. Ouais, John Reed qui déboule pour rencontrer les membres de Queen, donc qui apparemment, selon l'histoire, est une des scènes qui n'était pas tout à fait terminée et que le monteur a dû récupérer à la volée quand Dexter Fletcher est arrivé, quoi. Donc qui est une scène absolument dégueulasse, mais qui est construite avec des stock shots, avec des scènes qui sont un petit peu retournées, des reshoots à la volée, les mecs qui étaient pas présents au même moment sur le plateau, donc voilà. Donc cette scène elle est horrible. Après, en dehors de ça, moi je trouve pas le montage absolument déconnant non plus dans le reste du film, enfin dans le sens où il se passe absolument rien, on le sait, quoi, mais bon, ça joue un peu sur les surimpressions, c'est un petit peu cuté, notamment dans le Live Aid, je pense que c'est un problème.
Mais bon, je veux dire, ça m'a pas choqué plus que ça. Hein. Je pense que le fait que ça ait polarisé, c'est parce qu'il a récupéré un Oscar derrière. Mais ça, bon, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose finalement? Après, le Live Aid, ils étaient obligés de cutter parce que là, ils étaient aussi contraints par le Live Aid original. Donc là, forcément, voilà. Non, mais le compte après, ce pas qui est leur en dommage vouloir avec de- cette scène-là, c'est que c'est un peu du pain béni, dans le sens où t'avais déjà une réalisation télévisuelle toute prête et qu'ils en ont fait complètement autre chose, quoi. Ça, c'est un souci aussi. Après, tu vois, par contre, de temps en temps, le film se permet des trucs, quoi, de manière un peu elliptique, bah, justement, par rapport au Live Aid. C'est quand même une scène de concert, alors qui est pas live, hein, véritablement, parce qu'au final, il dure plus longtemps que ça, et là, on voit qu'il y a des couplets qui ont sauté, des trucs comme ça. Mais bon, t'as quand même 25 minutes d'affilée de musique live, qui est pas un truc forcément très attendu. Après, la scène a des problèmes, c'est tourné en studio, le public est dégueulasse. C'est pas comme si on avait depuis des années quand même des technologies qui permettaient de reproduire une foule crédible, quoi. Ça existe depuis le Seigneur des Anneaux, tu vois, au hasard. J'arrive pas à avoir de point de vue sur ce film, et je comprends pas tant que ça qu'on le déteste, dans le sens où le fait que le film soit une sorte de reproduction linéaire et littérale de la véritable histoire du groupe, j'en ai un peu rien à branler, quoi. Donc ça me dérange pas trop. Dans ces cas-là, j'irai voir un documentaire, tu vois. Moi, ce qui m'emmerde, c'est que les changements soient les moteurs d'action. Ouais, mais au final, il y a certains changements parce que j'ai entendu des mots très forts par rapport à ce film-là. Hein. Alors, pas de votre part, mais j'ai entendu parler de révisionnisme parfois. Je me dis, putain, les mecs, détendez-vous quand même 2 minutes. C'était sur Twitter Ouais, ou pas bah oui, forcément. Et même dans d'autres trucs, tu vois, mais bon, je vais pas dire. Mais j'ai entendu des mots hyper forts. Et après, il y a des choses que je peux comprendre. Tu vois, on a par exemple beaucoup reproché au film le fait que au moment où le Live Aid arrive, en fait, Freddie Mercury, il a pas annoncé sa séropositivité encore au groupe. Il le fera plus tard. Je crois que c'était au resto, dans une soirée comme ça, lambda, où ça se fait comme ça, sans aucune intensité dramatique. Mais forcément, tu peux pas le raconter comme ça. Ça n'aurait aucun sens, tu vois. Donc, au final, tu transformes le Live Aid en un espèce de climax, tu vois, où le mec arrive, il sait qu'il est malade, qu'il va mourir. Et du coup, il se transcende pour faire ce concert-là. Oui, c'est complètement faux, c'est de la connerie, si tu veux. Mais bon, dans le sens de la narration, dans le sens du médium et ça marche. de l'iconisation, ça marche. Enfin, je veux dire, dans l'intention. Et je pense pas que l'intention était de raconter de la merde. Enfin, tu vois, moi, je le ressens pas du tout comme ça, quoi. Après, oublie pas que cette haine un peu gratuite ou un peu forte vient aussi de la communauté de fans de Queen, et toute communauté de fans peut vite devenir un peu agressive dès qu'on modifie quelque chose de réel. Sauf que cette communauté, elle fait tout et n'importe quoi tous les ans, parce que tous les ans, t'as des Blu-ray dégueulasses qui ressortent d'enregistrements qui devraient jamais ressortir. Ouh là 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 là. Non, mais c'est vrai. Luc pose cette arme. Non, Marvin. Non, mais tu vois, les mecs, tous les ans, ils acceptent des enregistrements de concerts en Russie ou je ne sais où qui devraient jamais ressortir. Et ça va, c'est bon, pas de problème, quoi, tu vois. Freddie Mercury featuring les Chœurs de l'Armée Rouge, ça pose de problème à personne. Bon, d'accord, admettons, quoi. Voilà, c'est juste que j'ai du mal à comprendre. Après, ça me semble pas être un super film, ça peut pas l'être, parce que ce n'est qu'un produit dérivé, ça reste qu'un truc estampillé Queen. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, mais après la sortie du film, les DVD sont ressortis en boucle, les bouquins, la bande originale du film qui finalement n'est qu'un best-of, hein. Ça n'a absolument aucun sens quelque part. C'est du génie quelque part. Si, et quand même il y a un truc qui était important, c'est que ce film-là, je pense aussi qu'il a marché sur un truc marketing qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui est devenu en fait complètement cohérent. C'était que c'était aussi le grand fer de lance des salles Dolby Atmos en Europe. En fait, parce que le film aussi, il a eu pas mal de récompenses méritées pour le coup, je pense, en termes d'édition et de montage audio, ouais. Parce qu'en fait, ils se sont amusés à remixer tous les plus grands succès du groupe en Dolby Atmos. Du coup, le côté un peu surproduit de la musique à la base de Queen s'y prêtait plutôt pas mal, quoi. Et c'était une grosse réussite, d'ailleurs, c'est la plus grande réussite du film, de toute façon, c'est ces scènes musicales, et surtout le montage audio, en fait, parce que ça marche bien, Queen en Dolby Atmos, il y a déjà énormément de pistes de voix et tout ça, donc ça marche bien. Voilà, à part ça, j'ai pas grand chose à dire de plus. Si, Rami Malek se donne quand même. On peut pas lui enlever ça, quoi. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Il est à fond dedans, il est là partout, et c'est en fait un vecteur de frustration, parce que tu peux te dire, putain, oui, c'est vrai que si le film avait été quelque part un peu mieux raconté, ça aurait pu être vraiment exceptionnel, moi je pense, hein. Enfin, en tout cas, je pense que finalement, peut-être de manière un peu fortuite, ils avaient trouvé l'acteur qu'il fallait, quoi. Ce mec-là, en plus, on n'avait pas vraiment d'idée de ce qu'il pouvait faire dans un rôle comme ça, tu vois. C'est très balisé, c'est très compliqué à jouer, en plus, je pense, hein, vraiment. Et en sachant qu'il est grimé, qu'il a du mal à parler, en plus, tu vois, avec ses fameuses grosses dents, là. Et vraiment, je trouve qu'il a vraiment une présence assez dingue, quoi. Et d'ailleurs, je me suis repris plusieurs fois à me dire, putain, il lui ressemble vraiment, il y a un truc, quoi, tu vois. Sur les images, des fois, t'as du mal à faire la différence, donc je le trouve vraiment bien, quoi. Après, je finirai sur une anecdote perso, mais qui me fait marrer. C'est que j'ai un pote qui est hyper fan du groupe. Et c'est vrai qu'après avoir vu le film, j'étais en train de lui dire, putain, mais il y a plein d'aspects qu'il n'y a pas dans le film. Et franchement, c'est chiant. On voit pas ça, on voit pas, tu sais, toute l'espèce d'ambiance un peu de l'underground homosexuel de l'époque, quoi. Il m'avait dit, mais vas-y, on va au cinéma en famille. Est-ce que t'as envie de voir un film avec des points dans le cul? Et je lui ai dit, mais non, peut-être pas, en fait. T'as raison. C'est pas faux.
Voilà, je terminerai là-dessus, quoi. Ouais, mais la question que je me pose, c'est pourquoi on irait voir un film, pourquoi on irait se faire chier à aller voir un film dont la meilleure scène est gratuite depuis 30 ans sur YouTube? Non, mais en fait, c'est pas ça le truc, c'est que c'est juste le véhicule à un délire de fan. Si tu veux, c'est une fanfiction, quelque part, Bohemian Rhapsody. C'est un produit dérivé. Si t'en attends plus, tu te plantes. Enfin, clairement, à la base, tu te plantes. C'est pas la peine d'essayer d'espérer autre chose de ce genre de projet. Qu'est-ce que tu veux espérer de ça? Qu'est-ce que tu veux espérer d'un film de studio qui soit réalisé par un réalisateur fonctionnel qui est une sorte de Ron Howard 2.0 et qui soit drivé en exécutif par les membres du groupe? Ouais, que dalle. Moi, je sais pas à quoi un certain public s'attendait, quoi. Tu vois, il y a une espèce de mode depuis quelques années des biopics alternatifs sur des figures qui sont pas très populaires. Tu vois, type My Name is Dolemite avec Eddie Murphy, là, qui sont des trucs bien réussis parce que justement, ces figures-là sont tellement devenues confidentielles et oubliées depuis que tu peux te permettre d'aller ratisser un peu dans les coins et de sortir des films sur des plateformes et tout ça. Après, pour des figures aussi iconiques, des gens sur lesquels tout a déjà été dit, tu connais tout de Freddie Mercury, en tout cas de ce qu'on veut te raconter dans ce film-là. Moi, je pense vraiment qu'il y a un décalage terrible entre l'attente que certains avaient et le produit final. Mais moi, je m'attendais jamais à rien d'autre, hein. Et en fait, je l'ai vu en salle, et moi, je trouvais ça cool, quoi. Enfin, dans le sens où j'ai eu ce que je voulais, pas plus, pas moins. Et puis voilà, je m'en fous, quoi. Donc un grand clip de 1h30, de 2h, pardon. Ouais, un grand clip de 1h30, même pas forcément très bien filmé ou quoi, parce qu'en plus le film a les projets que Manu a pointé, quoi, a les soucis que Manu a pointé, voilà, un peu dans la genèse créatrice du truc, tu vois. C'est un truc qui pouvait pas bien marcher, on le savait bien. Après, moi, je pense vraiment que ça aurait pu être pire, hein. Tu vois, donc non, je suis pas dans ce mood de détestation du truc, quoi. Ça me glisse dessus, ça peut m'arriver, ça m'est arrivé une fois ou deux de le revoir et je passe jamais un mauvais moment. Enfin, ça va, quoi. J'ai juste que je suis venu chercher, pas plus, pas moins, et ça me dérange pas. Ok, ça marche. Ouais. Et ben, Manu, t'as peut-être un truc à dire? Je te vois te rapprocher du micro. J'étais comme toi, j'étais juste surpris que Marvin défende. Ouais. Ah, mais ça tue, hein, tu vois. C'est rare, c'est rare qu'il soit aussi positif dans cette émission, quand même. Hein. Je doute qu'au prochain épisode, ce soit le même cas. Vous avez vu ce qu'on s'est tapé avant? Oui, non, mais d'accord. Ouais, c'est vrai. Okay, c'est vrai. On aurait dû commencer par Bohemian. Est-ce qu'on va se taper après? Ça aurait peut-être été moins surprenant, je pense. En tout cas, on va finir cette trilogie avec le courrier des Durandos. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te fumer. Le courrier du Durandos. Donc, on avait demandé en fait quel était le pire biopic selon nos auditeurs. Et on a Ultimate Rico qui nous dit que ce serait The Disaster Artist, son pire film, enfin son pire biopic. Moins pour le film lui-même que pour la façon dont Franco a utilisé dans sa promo Tommy Wiseau comme un monstre de foire façon dîner de con. Ce qui est totalement vrai. Ouais. C'était absolument détestable. C'est horrible. C'est horrible. Ginny Holloway nous dit Radioactive. Alors celui-là, c'est un peu le film qui est passé inaperçu parce qu'il était sorti entre deux Covid, je crois. C'est un film qui est le biopic de Marie Curie, interprété par Rosamund Pike. C'est très chiant. Là. Très naze, à ce qui paraît. Là, il y a Arthur Froment qui nous balance 3 films, Mandela, Yves Saint-Laurent et Grâce de Monaco, on y revient. Ils ont tous pourtant la volonté et des bonnes intentions notables, mais trop de biopics tuent le biopic et la romance stérile peuvent prendre vite le dessus. 3 films également qui copient un peu le modèle du biopic. J'ai pas vu Yves Saint-Laurent. Moi, je trouve pas Mandela horrible. Hein. Enfin, c'est la même chose que Bohemian Rhapsody, quoi. Un véhicule publicitaire aussi. Produit dérivé. On a Babadook qui nous dit La Passion du Christ. Allez. Corentin. Il nous dit que c'est complètement pas la vraie vie de Jésus. En tant que fan de Jésus, ça m'a choqué. Clairement. Je le reconnais bien là-dessus. Sur Instagram, on a Marty Cruz qui nous dit Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Alors, est-ce que tu sais que c'est pas non, parce que c'est vrai que c'est un peu dur. Joak nous dit Bohemian Rhapsody, une vraie bouse. Je me suis levé de la salle en avant-première et j'ai hurlé. Ah, il chantait, quoi. Ah oui, carrément. Ah, tu vois, ça a marché sur toi. Anto Denis nous dit Clo-Clo. Alors, je sais pas si moi je l'ai pas vu, Cloco. Vous l'avez vu ou pas? Ouais, c'est loin d'être le pire. Hein. Franchement, ça va. Ça va, ok. Bon, c'est Florian Milieu-Série, c'est pas trop mal filmé, quoi. Et là, il y a la passoire têtue qui nous dit, alors attention, ça va peut-être faire sauter. Très bon pseudo au passage. Marvin Montes va peut-être sauter de son fauteuil. Il nous dit Ali. Ouais, vas-y. Non, mais là, par contre, ça, tu coupes. Je m'en bats les couilles. Non, ça, t'as pas ça. Non, tu peux pas dire ça, mec. Tu peux pas dire ça. N'importe quoi. Non, vous êtes fous, les gens. Pas un film de Michael Mann, vous êtes fous. En plus, qui maîtrise si bien son sujet et qui, justement, prend des libertés avec la réalité pour les mettre complètement au service de lui-même. Non, vous êtes pas. Il est parti pour 1 heure, là. Il est chaud. Non, c'est le film qui révolutionne le film de boxe, tu vois. Au moment où plus personne n'en fait. Donc, non, vous êtes fous. Vous êtes complètement fous. Vous êtes complètement taré. Ça va pas bien. Vous êtes pas bien. Moi, les biopics, j'ai un pote qui dit qu'il veut pas du tout en regarder parce que c'est de la merde. Je me rends compte que j'en mate pas beaucoup parce que c'est vraiment. Non, mais on a beaucoup parlé
parlait de biopic justement, qu'aucune proposition cinématographique, et en fait Ali c'est l'inverse total. C'est quelqu'un qui réussit à se mettre au-dessus de son sujet, ce qui est assez rare dans le genre, et ça marche vraiment super bien, quoi. Et puis c'est très probablement le plus grand rôle de Will Smith, sans contestation possible de toute façon. Donc non, faut regarder Ali, c'est vraiment super cool. Voilà. Ok. Il faut. Nickel. Les gars, pour ce soir, quel a été pour vous le pire biopic de cette sélection? Tiens. Moi, c'est Jobs. Jobs aussi. Horrible. Jobs pour Romain. Moi, c'est La Môme. Et La Môme pour Marvin. C'est pas mal. En fait, Bohemian Rhapsody, vous l'avez mis sur la liste, mais vous l'épargnez. Depuis le début, je vous dis que c'est le meilleur des trois. Mais moi, je déteste, mais moins que Jobs. Ok, donc c'est Jobs, le grand perdant de ce soir, qui se fait épingler par 2 de nos membres sur 3. C'est une belle victoire pour le plus grand entrepreneur de la planète Terre. Mais toi, t'aurais mis quoi? La vache, moi c'est dur. Moi j'aurais mis Bohemian Rhapsody. Franchement, je fais chier devant le film. En fait, j'ai fait l'expérience, une expérience que je devrais faire sur d'autres biopics. C'est que j'ai regardé un documentaire sur le groupe d'Arte, je crois que c'était The Great Pretender, je crois. Ouais, il l'avait ressorti au même moment. C'était chouette, au demeurant, on voyait bien le côté artistique de Freddie Mercury. Et du coup, j'ai regardé le film à côté, et c'est vrai que... Tu cherches la merde aussi. Waouh. Ouais. C'est dur. Bah ouais. Et puis, en faisant ce genre de move, vu que le documentaire est blindé d'interventions de Freddie Mercury, qui est un peu narquois, mais qui est marrante, tu sens que c'est un mec fun, tu sens que c'est un mec qui déconne, carrément. Qui a le feu en lui, quoi. Dans le film, c'est pas du tout ça, quoi. Dans le film, j'ai l'impression de voir un espèce de casse-couille frêle, et t'as envie de le frapper, quoi, Rami Malek dans le film. Alors que dans le groupe Queen, Freddie Mercury dans la vraie vie, il devait être quelqu'un de absolument d'enfer, quoi. Drôle, fun, quoi. Et là, non, en fait, t'as face à une chaussette, quoi, dans le film. Donc voilà, moi je comprends pas votre délire en fait avec Rami Malek. Pourquoi vous le trouvez qu'il joue bien? Moi je trouve que c'est parce qu'il joue bien. Il joue bien, certes, il faut le il joue bien, mais il se donne. En plus, moi je pense que c'est Luc, c'est un mec qui est fan de Steve Jobs. La super mauvaise en fait. C'est ça, ouais. Depuis tout à l'heure. Vous faites chier les gars, bordel. C'est le meilleur film de l'humanité. C'est un de mes films préférés, vous l'avez détruit. Ça, c'est mon film de chevet, quoi. Je comprends. Saloperie, va. Tous les jours avant d'aller à l'agence, il regarde une scène. Allez, c'est parti, on va pouvoir clôturer l'émission. Et c'est la fin de Shitlist. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci Marvin, je défends Bohemian Rhapsody comme un gros sac. Ouais, de rien. Emmanuel Pedon, je déteste Jobs alors que c'est le meilleur film de l'humanité. Merci. Romain Plourde de la chaîne Twitch avec plein de Minecraft dedans. Et oui, bonsoir à tous sauf à Brian Singer. D'enfant de 13 ans, comme Brian Singer. Non mais Final Cut pour Marvin, bien sûr le point pop pour Manu et la chaîne Twitch Ramen Rider pour du gros Minecraft et du Fortnite. Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma. Shitlistpodcast@gmail.com maintenant pour nous proposer des sujets de Shitlist. Rejoignez-nous sur Twitter, sur la page Shitlistcast et Instagram également. On a ouvert un Instagram pour Shitlist également. Et le Discord. Et retourvalturfu.com pour retrouver tous les épisodes de Shitlist, RVLT, début de la fin. 5 étoiles sur Apple Podcast. On se dit bientôt. Partage un maximum. Salut tout le monde.